Bonsoir et bienvenue dans Capital pour les inédits de l'été. Comme vous le savez, chaque semaine, nous vous proposons de grandes enquêtes sur des personnages clés de notre époque. Zidane, Berlusconi, Tapie ou encore Steven Spielberg. Depuis quelques semaines, nous vous faisons revivre ces personnalités sous un autre jour. Ce soir, pour le 4e volet de notre série, une émission consacrée à 3 personnages. 3 personnages issus de milieux modestes, mais qui ont su s'imposer chacun dans leur domaine pour devenir footballeurs de haut niveau ou même stars planétaires de la chanson. Alors, comment s'en sont-ils sortis? Comment ces autodidactes ont-ils percé? De la zone à la gloire, c'est ce soir dans Capital. Zidane! Il est le champion préféré des Français. On n'oubliera jamais. Mais c'était super! Mais quel combat l'enfant des quartiers déshérités de Marseille a-t-il dû mener avant de devenir le héros de tout un pays? Sponsor sur le terrain, campagne de pub. Comment Zidane gère-t-il une image qui lui rapporte 8 millions d'euros par an? On dirait un conte de fées. Une petite fille modeste qui commence sa carrière dans les bas-fonds de New York avant de devenir la madone du show business. Ça a commencé comme rien du tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une moitié milliard de dollars. Madonna, un mélange très calculé de provoque et de marketing. Comment s'est-elle hissée au sommet? Sa fortune, ses châteaux en Espagne. Enquête sur le train de vie de la plus puissante femme d'affaires du showbiz. À 34 ans, Karim Deroise est le roi mondial du petit four. Et pourtant, il a grandi très loin de l'univers du luxe. C'est le fabuleux destin d'un fils d'ouvrier prêt à tout pour réussir. On se promenait, on parlait, on dit mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme idée géniale pour gagner des sous? Comment, avec seulement un CAP en poche, dirige-t-il d'une main de fer une usine de 400 salariés? Il y a des gens qui font pousser des fleurs dans le désert et d'autres ils les feront jamais pousser. À quoi ressemble le train de vie de l'ancien gosse des cités? À table! C'est l'homme qui a racheté Marionneau, le numéro 1 français du parfum. Dans son pays, c'est une star. Ici, à Hong Kong, tout le monde l'appelle Superman. C'est l'homme le plus riche d'Asie, mais aussi le plus secret. Vous pouvez appeler Monsieur Lee pour moi? Je ne sais même pas s'il est là, les gars. Alors, qui est Mr. Lee Ka-shing? Comment cet homme qui a démarré comme simple marchand de rue a-t-il fait fortune? Lorsqu'elle débarque pour la première fois à New York, elle n'a que 20 ans, nous sommes en 78, et à l'époque, personne ne la connaît. Elle s'appelle Louise Ciccone. Cette fille d'immigré italien n'a qu'un but dans la vie, devenir une star de la musique. Elle le deviendra quelques années plus tard, sous le nom de Madonna. Madonna, c'est l'artiste qui a vendu le plus de disques au monde, après Elvis Presley. Alors, comment une jeune fille d'une famille catholique est-elle devenue la reine de la provocation? Quelle fortune a-t-elle amassée et que fait-elle de son argent? C'est une enquête de Delphine Lopez. Août 2003 sur MTV devant des millions de téléspectateurs. Madonna, âgée de 45 ans, va une fois de plus faire scandale. Everybody comes to Hollywood, wanna make it in the neighborhood. Avec elle, 2 stars pour ados qui pourraient être ses filles. La brune, Christina Aguilera, et la blonde, Britney Spears. Soudain, la chorégraphie va déraper. Embrasser Britney Spears et Christina Aguilera sur scène devant des centaines de millions de téléspectateurs, c'est super osé. Pour les Américains, c'est trash. Est-ce que ça leur a fait de la pub? Mais bien sûr, plus que tout. Sans ce baiser, personne n'en aurait parlé, jamais de la vie. Madonna, un nom qui évoque la Sainte Vierge. 250 millions d'albums vendus. Comment est-elle devenue la reine de la provocation et l'une des plus grandes femmes d'affaires du show business? Ça a commencé comme rien du tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une moitié milliard de dollars. Elle dirige sa propre boîte de production. Elle est maître de ses disques et tout. Oui, elle incarne le rêve américain. C'est l'histoire au départ banale d'une petite fille d'une famille très catholique. Elle est élevée à Détroit, la capitale de l'automobile, une fillette qu'on imagine mal a priori devenir une icône de la beauté. Une petite brune sans histoire.
Elle incarne le rêve américain comme Elvis Presley, au départ chauffeur de camion, qui est devenu la plus grosse star au monde. Madonna est l'aînée d'une famille de 5 enfants. Son père est le fils d'un immigré italien. Rien ne la prédispose à devenir une star, mais un événement tragique va forger son caractère. La disparition de sa mère, franco-canadienne, emportée par une maladie. Sa mère meurt d'un cancer du sein en décembre 63, Madonna a 5 ans. Et même si elle est toute petite, elle est assez grande pour savoir ce qui se passe et que c'est grave. Et elle se retrouve juste avec un père qui est sévère, gentil mais sévère, mais elle a plus cet amour maternel inconditionnel en fait. Donc elle est perdue. C'était une telle douleur qu'elle a décidé de plus jamais souffrir après ce moment-là. De vraiment éloigner tout ce qui pouvait être négatif et pouvait lui nuire et la toucher aussi profondément. Adolescente, elle se réfugie dans les cours de danse et se révèle particulièrement douée. Très vite, c'est décidé, la petite Louise Ciccone veut faire carrière dans le monde du spectacle. C'était une fille espiègle, intelligente, qui avait besoin d'être au-dessus des autres en fait. Madonna est ce qu'on appelle une surdouée, avec un quotient intellectuel très élevé. C'est d'ailleurs, à l'époque, dans son lycée, on disait d'elle que c'était la fille la plus intelligente. C'est vrai, c'est-à-dire qu'elle a un coefficient intellectuel de 140 et quelques, donc une vraie surdouée. Surdouée et rebelle, elle va claquer la porte de la maison familiale, quitter son Michigan natal, direction New York. Elle arrive à Manhattan en 1978, à l'âge de 20 ans, avec seulement $36 en poche. Sans domicile, elle squatte chez les uns et les autres. Elle va connaître toutes les galères. Pour gagner de l'argent, Louise Madonna est serveuse dans des chaînes de fast-food. Elle s'essaye à toutes les disciplines artistiques, mais plutôt bas de gamme. Un job de modèle, elle pose nue pour des peintres et des photographes. Et pour se faire une place dans le showbiz, elle est prête à aller encore plus loin. Son premier rôle dans un film amateur. Peu de jeunes actrices l'auraient accepté, car la scène principale est une scène de viol. Tout ça pour un cachet minuscule, à peine $100. Elle a fait des photos de cul, mais terrifiantes. Vraiment, je comprends vraiment quand ça sort aujourd'hui, elle doit vraiment être mal. C'était pas terrible. Elle n'a pas été jusqu'à la prostitution, mais limite quoi. Elle a vraiment galéré dans New York, fait serveuse, danseuse. Elle couchait sur les paillassons chez sa copine Marie-Paul, qui est devenue sa styliste après quoi. Elle couchait par terre. Marie-Paul, au début de sa carrière, c'est la copine française de Madonna. Je sais pas s'il va y en avoir. Installée à New York, elle appartient au milieu artistique branché. On l'a joué un peu à la sophistiquée, quoi. On a sophistiqué l'Amérique. On nous appelait les Eurotrash dans les années 80. Eurotrash. Vous l'avez noté ? À l'époque, Marie-Paul est une jeune styliste. On la voit ici, à gauche sur la photo, il y a 20 ans avec Madonna. Elle se souvient d'avoir aidé sa copine, qui manquait vraiment de tout. J'ai dû lui prêter de l'argent pour s'acheter un sandwich ou de lui donner l'argent. Elle habitait dans un appartement, il n'y avait même pas de serrure, c'était porte battante. De cette période, Marie-Paul a gardé quelques photos et le souvenir d'une jeune femme courageuse qui avait déjà son plan pour réussir un jour dans le milieu du showbiz. Elle était assez ambitieuse et travailleuse surtout. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Elle est venue à New York pour dire oui, je vais travailler, je vais être découverte. Et sa vie est réglée incroyable. C'est pour ça qu'à mon avis, qu'elle y est vraiment arrivée assez vite. C'est parce qu'elle était très très rigoureuse avec elle-même. Et sa vraie passion, c'est devenu la musique. Car entre-temps, la jeune femme s'est essayée dans un groupe punk, à la guitare et au micro. Pour elle, c'est une révélation. Elle va tout mettre en œuvre pour devenir chanteuse. Cela peut paraître étonnant, mais ce n'est pas à New York qu'elle va tenter sa chance. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, à Paris. Car nous sommes en 79, en pleine époque disco, et c'est là que vit l'un des papes du genre. Patrick Hernandez, tout le monde se souvient de son tube. Madonna l'avait rencontré à New York en passant un casting. Hernandez cherchait une choriste. Quelques années plus tard, il n'a pas oublié ce goût d'essai.
Elle nous avait fait beaucoup rire parce qu'on lui avait demandé de chanter une chanson. Elle nous a répondu, je ne sais pas bien chanter, je n'ai jamais chanté auparavant, donc je vais vous chanter Jingle Bells, qui est Vive le vent en anglais. C'était vraiment la seule chanson qu'elle savait chanter en entier. Et elle avait tellement de personnalité déjà qu'on l'a ramenée avec nous. L'américaine devient donc choriste pour Patrick Hernandez, mais elle a encore beaucoup de chemin à faire pour devenir célèbre. Tu vas, toi ? Fabien Lecoeuvre, agent de chanteur disco, se souvient qu'à l'époque, elle n'est encore que Louise Ciccone, une petite chanteuse parmi des milliers. Personne ne laissait entendre ni supposer qu'elle allait devenir Madonna. Elle était simple choriste, elle travaillait dans le nord de la France, parce qu'il ne faut pas oublier que le nord de la France, à ce moment-là, dans les années 78-79, c'était une plateforme pour le disco. C'est-à-dire que toute la Belgique, tout le nord de la France, c'est là où s'enregistraient tous les gros standards disco. Donc Madonna, fatalement, elle bossait, elle n'arrêtait pas. À Lille, Madonna travaille dur, mais gagne peu. Environ 3 500 francs par mois. Elle vit quelques mois en face de la gare, dans ce petit hôtel. Mais elle s'accroche, elle est vraiment prête à tout pour réussir. Ce que j'avais remarqué chez Louise, la future Madonna, c'est ce côté charme qu'elle avait. C'est-à-dire qu'elle aimait plaire. Elle avait cette espèce elle voulait absolument séduire. C'était dans son identité, dans son personnage déjà. Elle avait ce jeu de séduction très important qu'on retrouve chez certaines personnes, ce qui est très rare parfois, mais vraiment poussé à un point limite dérangeant, on va dire presque. Danseuse, chanteuse, rebelle et sulfureuse, Madonna tient son personnage. Après un an passé en France, elle retourne à New York. Elle a 21 ans et cette fois-ci, elle va passer aux choses sérieuses. Pour faire décoller sa carrière, elle a une stratégie. Écumer les boîtes de nuit à la mode pour se faire remarquer. Et ça marche. C'est comme ça qu'elle rencontre un soir un DJ très en vue, Mark Cummins, à qui elle confie un enregistrement. L'homme n'est pas prêt d'oublier la jeune fille excentrique. C'est lui qui l'aidera à composer la musique de son premier disque, un disque d'or. Elle avait une démo, une petite cassette. Un soir, j'ai joué le morceau et tout le monde s'est mis à danser. Ça s'appelait Everybody. Le titre est accrocheur, Mark Cummins sent que ce morceau a du potentiel. Il est conquis. Madonna avait de l'ambition. Elle voulait devenir une star. C'était déjà une star à sa façon. Elle avait déjà une dégaine, un look. Et ce qu'elle avait en plus, c'est qu'elle écrivait les paroles de ses chansons. Le DJ fait jouer ses contacts. Il envoie la chanson à une personne très influente d'une grosse maison de disques. Nous avons rendez-vous avec lui dans un grand hôtel. C'est cet homme, Seymour Stein, qui a signé Madonna. Il lui a offert son premier contrat et ce n'était pas mirobolant. Quand je l'ai connue, elle était très pauvre. On lui a jamais fait de cadeau. Elle mérite chaque dollar qu'elle a gagné. J'ai versé une première avance à Madonna. C'était en dessous de $20,000. Ça n'est pas un super deal, mais à l'époque, c'était pas mal. $20,000, ce n'est pas un gros cachet. En 82, Everybody aura un petit succès en discothèque. Mais 82, c'est une année décisive. L'année où Louise Ciccone devient Madonna. Et dès le départ, elle fait l'objet d'une stratégie marketing hors du commun. Ce premier disque de Madonna est devenu une vraie pièce de collection qu'on ne trouve plus que chez certains disquaires spécialisés. Et voici à quoi ressemblait la pochette du premier disque vinyle de Madonna. Il n'avait pas mis la photo de Madonna dessus, parce que ce titre-là était réservé pour les clubs. Et c'est une rythmique plutôt de disque de black, et donc ils se sont dit, si on met une blanche sur une pochette, ça ne va pas marcher. J'ai récupéré le maxi 45 tours d'Everybody, et pour la petite histoire, il n'y a pas la photo de l'artiste. Donc pendant des mois, je pensais que c'était une chanteuse noire américaine. C'est le patron de la maison de disques qui décide de ne pas mettre Madonna sur la pochette. L'objectif était précis, toucher le plus large public.
Nous voulions laisser planer le mystère pour vendre plus de disques. De cette façon, nous voulions voir si le public de la rue allait accrocher. Peut-être blanche, peut-être noire, je ne sais pas, donc j'achète le disque. Plaire aux couches populaires pour vendre plus. Plaire aux minorités noires, hispaniques, autant qu'aux blancs. Madonna va s'approprier ce plan marketing en allant jusqu'à réécrire sa propre histoire. La légende, telle qu'elle la raconte, c'est l'histoire de Cendrillon. L'histoire d'une fille qui a passé toute son enfance dans un ghetto noir de Détroit. Mais sa version est très romancée. Non, elle vient pas d'un ghetto noir du tout. Il y en a beaucoup à Détroit, effectivement, mais elle vient pas d'une banlieue comme ça. Non, elle vient d'une banlieue middle class. Certes, au début, ils habitent une maison modeste, mais ensuite, ils déménagent. Ils ont une jolie maison avec un petit jardin. Cette première maison, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 6 ans, Madonna en parle beaucoup aux médias. Mais elle ne raconte pas la suite de l'histoire. Car la famille Ciccone, sans bourgeoise, elle va grandir dans une autre banlieue plus chic de la ville. Voici la villa dont elle ne parle jamais. Elle a vécu dans une banlieue, plutôt on va dire, elle a vécu dans une banlieue proprette de Détroit. Donc pas loin de Détroit où il y avait effectivement quelques ghettos noirs, mais qu'elle n'a pas dû visiter si souvent que ça. Et ça, c'est un mensonge, disons, qu'elle servait à son public à ses débuts, puisqu'elle a arrêté après les années 80, en même temps que le mensonge sur le travail de son père. Car le père de Madonna, ouvrier chez Chrysler, c'est aussi une légende. Il était en fait ingénieur pour le constructeur automobile et gagnait très bien sa vie. Enfin, la chanteuse a aussi réécrit l'histoire de son départ à New York. Pour fuir la misère de son milieu prolétaire, a-t-elle souvent expliqué. Faux, car en réalité, c'était pour échapper à l'autorité de son père et des professeurs de l'école catholique proprette dans laquelle elle a fait ses études. Si Madonna est arrivée à New York sans un sou, c'est parce que papa lui avait coupé les vivres. C'est vrai, quand elle est arrivée à New York, elle a quitté l'école, elle était à l'université et son père a dit, si vous quittez l'école et vous allez être danseuse, parce qu'elle voulait être danseuse à New York, je vais pas vous donner de l'argent. Alors, évidemment, elle a bavé à New York. Son père n'était pas du tout d'accord avec la carrière qu'elle envisageait, c'est-à-dire être danseuse. Et je pense qu'il imagine, il voyait New York comme un lieu de péché. Enfin, je peux imaginer ça. Nous avons retrouvé une interview du frère de Madonna qui n'apprécie pas la façon dont sa sœur réécrit l'histoire de la famille. Elle dit qu'elle arrivait de la zone, de nulle part. Mon père s'est occupé d'elle. Ne vient pas de la zone sans un sou, sans famille derrière elle. C'est des conneries. Mais la stratégie mise au point par Madonna va fonctionner à merveille. Le public noir américain se l'a approprié, ce qui était super rare. Et depuis, il y a eu très peu d'exemples d'artistes blancs, à part Eminem, Justin Timberlake, mais on peut les compter sur les doigts d'une main. C'est vraiment le public noir américain et latino qui a porté d'abord cet artiste. La carrière de Madonna est lancée. La maison de disques lui donne une seconde chance. Elle a conquis le public américain de la rue. Elle va conquérir le monde avec un énorme tube, Holiday. Quand j'ai écouté le disque, je trouvais ça génial. Holiday, elle avait un grain de voix. Vraiment, elle apportait une vraie joie de vivre à l'auditeur. C'était quelque chose d'assez incroyable. Le titre est l'une des plus grosses ventes des années 80. Le monde entier découvre le visage de Madonna la blanche. Mais pas une bourgeoise. Un look de mauvaise fille, faussement débraillé. Faussement car là encore, tout est calculé. C'est à New York que tout se décide. En coulisses, un travail de précision de Marie-Paul, la styliste française, l'amie des premières années. Elle va travailler le look de Madonna comme on conçoit une ligne de produits, un cahier de tendance. Je
faisais des croix, beaucoup de croix à l'époque, parce qu'il y avait la rébellion contre la religion, mais le côté religieux aussi. Le fait qu'elle était italienne catholique, romaine catholique, et qu'elle s'appelait Madonna, je trouvais ça idéal de mettre des boucles d'oreilles aux oreilles, des chapelets autour du cou. Crucifix, chapelet, Madonna provoque avec des attributs religieux. Mais elle va aller encore plus loin. Pour la sortie de son deuxième album, en 84, elle y ajoute un ingrédient, le sexe. La stratégie de Madonna était d'utiliser les sujets les plus controversés. Le sexe et la religion. Elle était très forte pour ça. Elle savait très bien s'en servir pour choquer et attirer l'attention. Ainsi, tout le monde savait ce qu'elle faisait et tout le monde parlait d'elle. Le plan parfait. Je me souviens toujours comment la presse, les caméras se sont précipitées dans la salle de conférence de presse. Ils avaient bien profité, elle s'est roulée par terre, il y avait la caméra sous sa jupe et tout. C'était la pauvre, ils l'ont essayé de l'assassiner et en fait ça fait le truc contraire. Le 14 septembre 1984, pour le lancement de son album, Madonna réalise un très joli coup marketing. Un concert dont tout le monde va parler. Devant un public médusé, Madonna se roule par terre, en robe de mariée et porte-jartelle. Tout le monde parlait que de ça, la culotte de Madonna, les seins de Madonna, et ceci et cela, est-ce qu'elle porte des collants, Madonna, tu la connais, tu l'as vue, enfin vraiment, il n'y avait que ça. Dans une Amérique puritaine, vous imaginez, chanter Like a Virgin en robe de mariée, en se roulant par terre avec des croix autour du cou. La publicité fonctionne à merveille. La chanson reste numéro 1 pendant 6 semaines. À cette époque, Madonna vend 75 000 disques par jour et un t-shirt toutes les 6 secondes. On estime que cet album lui a rapporté en à peine un an 50 millions de dollars. Mais ce qui va asseoir sa notoriété dans le monde entier, c'est un film qui restera dans toutes les mémoires. Dans Recherche Suzanne désespérément, on lui propose le rôle principal, celui d'une fille rebelle, pour un cachet de 80 000 dollars. Mais elle voit surtout la publicité qu'elle peut en tirer et pose ses conditions. Dans le film, Madonna sera Madonna. Quand elle a fait Recherche Suzanne désespérément, elle venait me voir, elle me disait « Oh Marie-Paul, ils veulent que je mette des vêtements des années 30, des trucs des vieux magasins. » Alors je lui disais, j'étais pas la styliste sur le plateau, mais je lui disais non, ça serait génial que tu restes Madonna. Là, c'était sa chance inouïe de faire ce film qui allait être propulsé dans la planète entière et de rester quand même Madonna, la chanteuse. C'est une déferlante. Toutes les filles veulent imiter Madonna. L'image de la chanteuse est devenue une marque de fabrique. C'est la seule à qui on peut s'identifier. Grâce à elle, on peut s'habiller comme ça dans la rue, c'est sympa. Ça t'aide à être toi-même. Ça me ressemble plus, c'est comme cela que je me sens moi-même. La provoque comme filon commercial, ça ne pouvait pas durer éternellement, pensait-on. Et pourtant, à Cannes, en 91, Madonna réussit à enflammer les foules, avec un documentaire qui fait scandale sur les coulisses de sa dernière tournée. Ça s'appelle In Bed with Madonna, en français, Au lit avec Madonna. Ce qui choque l'Amérique en particulier, c'est cette version du vieux tube Like a Virgin, dans une adaptation beaucoup plus explicite. Mais ce qui choque encore plus dans ce film, c'est quand Madonna prend un malin plaisir à provoquer les autorités. On y voit la police de Toronto menacer d'arrêter la chanteuse si elle se masturbe sur scène. Un bras de fer s'engage avec le manager. But then another one of our options is to cancel the show. We choose that option. It's your choice. We don't have to play. We're asking for that opportunity, sir, and it's your choice, whatever you want to do. So it's in your hands. Did you guys hear? What? That the police are here? Why? If I touch my crotch during the show, I'm going to be arrested. Are you serious? What?
Madonna ne cède pas à l'intimidation. Elle monte sur scène et ce soir-là, devinez ce que fait la star. C'est un nouveau coup de pub pour la chanteuse. Tous les journaux reprennent le fait divers. Spokesmen for rock singer Madonna say Metro Police and the Crown Attorney's Office threatened to arrest the star last night for lewd and obscene behavior. Finalement, la police ne fera rien. Madonna parade et se permet une ultime provocation. Get arrested for that. 20 ans après ses débuts à New York, Madonna est une femme d'affaires richissime. Elle touche $2 sur chaque disque vendu. On estime sa fortune personnelle à plus de 500 millions de dollars. Alors que fait-elle de tout cet argent? La fortune de Madonna, c'est Bert Padel qui l'a gérée pendant 15 ans. Il est le conseiller financier du showbiz. Madonna, mais aussi Michael Jackson, Britney Spears ou encore Elizabeth Taylor. Et pour lui, la fortune d'une star doit se gérer comme celle d'un sportif. Je lui ai dit, dans notre boulot, on ne sait pas combien de temps peut durer une carrière. Nous devons nous occuper de toi comme on s'occupe d'un joueur professionnel de baseball ou de basketball, dont la carrière est très courte. Elle m'a laissé faire et j'ai placé beaucoup de son argent dans des investissements sans risque, des placements exonérés d'impôts, garantis par le gouvernement américain, et nous n'avons jamais eu à nous inquiéter. Son manager lui recommande aussi d'investir dans la pierre. Elle possède des maisons dans le monde entier, à Beverly Hills, à Londres ou encore sur une île en Écosse, un château estimé à 9 millions d'euros. Bert Padel lui donne un autre conseil pour placer son argent. J'ai pensé qu'il fallait investir dans l'art. J'ai toujours pensé que cela pouvait prendre de la valeur. Elle a acheté des Picasso et d'autres peintres très connus. Elle a investi beaucoup d'argent dans l'art. Madonna a eu raison de placer son argent car depuis le début des années 2000, la chanteuse se vend moins bien. Son dernier album, American Life, n'a pas du tout marché. Dans ce disque, la chanteuse se livre à un violent réquisitoire contre l'Amérique de George Bush et la guerre en Irak. Mais pour la première fois de sa carrière, la provocation va lui faire du tort. La plupart des radios américaines boycottent son disque. Les radios ne jouaient pas les titres, n'ont joué aucun extrait de l'album. Et comme les plus grosses radios appartiennent au même propriétaire, a priori assez proche du pouvoir politique en place, voilà. Mais c'est vraiment un boycott total. Dans la foulée, Madonna doit retirer le clip qu'elle a tourné pour illustrer ce qui devait être un tube. Dans ce clip-là, il y avait des images de la guerre en Irak, il y avait des explosions, des enfants guerriers, des femmes en tchador. Pour finir, elle a trouvé un sosie de Bush et un sosie de Saddam Hussein qui semble être en assez bon terme à la fin du clip, et ça a achevé de la diaboliser complètement auprès des, on va dire, des conservateurs, des plus conservateurs, des républicains en tout cas. Quant à l'album, c'est la plus mauvaise vente de l'histoire de Madonna. Elle en a tout de même écoulé 800 000. D'habitude, c'est 3 fois plus. Mais la chanteuse va rebondir et une fois de plus surprendre. Ladies and gentlemen, Madonna. Incroyable. À l'automne 2003, dans une très sage petite robe noire, l'icône du sexe et de la provocation vient à Paris présenter, tenez-vous bien, un livre pour enfants. Son titre, Les Roses Anglaises. L'histoire de 5 petites filles et d'une fée, lecture conseillée à partir de 7 ans. Devant la presse, Madonna joue un nouveau personnage, la mère de famille. Elle a 2 enfants de 5 et 9 ans. Angélique, elle se prête au jeu des caméras. Le spectacle est parfaitement au point. Is this a test for my French? As-tu déjà entendu parler des roses anglaises? It's perfect. Parfait. Voyons d'abord ce qu'elles ne sont pas. Un bois de chocolat, une équipe de football, des fleurs de jardin. So far, so good? Absolutely. Great. Okay, here. Thank you very much.
Le livre sort dans 70 pays, un énorme succès. Près de 30 000 exemplaires vendus en France, 6 fois plus que les meilleures ventes habituelles de livres pour enfants. Mais avec Madonna, le scandale n'est jamais très loin. Souvenez-vous, la même année, le baiser à Britney Spears. Madonna reste une chanteuse. Le baiser, c'était pour relancer ses ventes de disques. Mais qu'en pense la maison d'édition ? Il est évident que ce n'est pas un sujet qui, pour nous, est un sujet naturel, bien évidemment. Et quand nous avons fait le choix de publier ces ouvrages, cet événement-là ne s'était pas passé. Un dernier sujet qui pourrait embarrasser encore plus la maison d'édition, c'est la façon dont Madonna reverse les recettes de ses livres à un mouvement sectaire, le centre de la Kabbale. Madonna aurait donné 25 millions de dollars au centre de la Kabbale. Et les recettes de ses livres financent le centre de la Kabbale pour les enfants. Elle semble être coupable de premier degré. Pour la première fois de sa carrière, on l'attend au tournant, on va voir, est-ce qu'elle va s'en sortir, est-ce que ça n'est qu'une phase ou... Quelle sera la prochaine frasque de Madonna ? Âgée aujourd'hui de 48 ans, elle n'a nullement l'intention de raccrocher. Cet été, Madonna le passe en studio à enregistrer son 10e album. De la zone à la gloire, suite de notre émission. Il y a un univers dans lequel on voit souvent des jeunes issus de milieux défavorisés faire des carrières spectaculaires, c'est celui du sport. Nous allons maintenant vous raconter l'histoire d'une autre star mondiale, mais du football, cette fois-ci. Il est 21h ce 12 juillet 1998 lorsque le coup de sifflet retentit. À ce moment précis démarre la finale France-Brésil de la Coupe du Monde, un match suivi en direct par plus d'1 milliard de téléspectateurs. Ce soir-là, en marquant 2 buts en première mi-temps, un homme va mener la France vers la victoire. Cet homme, c'est Zinedine Zidane. D'un coup, Zidane devient un héros national, mais aussi un modèle de réussite. Car Zidane, c'est l'histoire d'un fils d'immigrés algériens qui a grandi dans les quartiers nord de Marseille pour devenir le meilleur joueur de foot de la planète. Aujourd'hui, Zidane est l'un des 3 joueurs les mieux payés au monde. Portrait d'un héros très discret, signé Luc Labose. Liévin, le 31 mai 2005, au cœur du bassin minier du Pas-de-Calais. Dispositif de sécurité renforcé pour accueillir une des personnalités les plus populaires de France. Avant elle, quelques têtes connues émergent des voitures de l'organisation. Richard Virenque, le chouchou des amoureux du Tour de France. Allons, elle a pareil. Attendez. Bernard Lama, l'ancien gardien du PSG et des Bleus. Attendez, mais ne vous mettez pas devant parce qu'il faut que j'avance. Ou Laurent Blanc, champion du monde et d'Europe, grande époque. Tout s'accélère ensuite avec l'arrivée de ce monospace. À son bord, celui que tout le monde attend. Zidane. Il arrive. La star du football vient de boucler sa 15e saison professionnelle il y a une semaine en Espagne. Aujourd'hui, il vient disputer dans le Nord un petit match entre amis. Le joueur, nous promettons, a répondu gratuitement à l'invitation d'un fabricant de pelouse synthétique qui veut faire la promotion de son nouveau produit. En attendant, première séance d'autographe dans les coulisses. C'est Eric Van Velskapel qui a invité Zidane à Liévin. Le fabricant de pelouse vit un grand jour dans sa carrière. Moi, je vous cache pas, ça fait 2 nuits que je dors pas. Ça a été un très très gros travail. C'est hyper important parce qu'il y a énormément de clients qui sont dans la salle. Le produit a besoin d'une certaine crédibilité. Et le fait de voir des grands joueurs jouer sur ce produit-là, pour nous, c'est énorme. On ne saura jamais vraiment s'il n'a rien déboursé pour faire venir Zidane et les autres. Mais une chose est sûre, faire jouer la star de Madrid sur sa pelouse est une publicité très payante. Voilà, donc ça, alors ici on a le produit qui a été mis sur le terrain de foot. On a 27 000 touffes au mètre carré. On a de la droite et de la frisée. Ce qui fait que quand vous regardez, c'est très touffu. Comme une vraie pelouse. Vous lui avez fait essayer? Bien sûr. Alors comment ça s'est passé? On lui a ramené des plaques à Madrid. Ah d'accord. Ah oui, carrément, donc carrément. C'est les gros moyens, parce que je suppose qu'il n'a pas essayé sur une plaque. Non, on a ramené quelques plaques, il a pu essayer, voilà. Merci.
Opération de communication réussie. Une batterie de caméras et d'appareils photo attendent le plus grand joueur du monde. 3000 personnes sont venues voir Zinedine Zidane fouler le gazon synthétique. Avec ses anciens copains de l'équipe de France, il est venu faire le spectacle. La presse mitraille ces anciens internationaux qui ont gagné tant de titres pour la France. Quant au public et aux chefs d'entreprise qui arrivent à associer l'image de Zidane à leurs produits, ils n'ont Dieu que pour Zizou. Le joueur offre du rêve. À Liévin, tout le monde se pince pour se convaincre que le virtuose est vraiment là, en chair et en os. Les gens me disaient non, Zizou ne sera pas là. J'ai dit si, il sera là. Non, il ne sera pas là. Donc moi, j'avais filmé à Madrid. Donc quoi, il disait je serai présent. Il y a la conférence de presse, on l'avait passée. Mais non, les gens disaient il ne viendra pas. C'est vrai que c'est tellement rare de le voir que. Il est là, génial. Il sourit, et voilà. Le patron jubile, Zidane multiplie les exploits techniques sur la pelouse synthétique. À la mi-temps, ce n'est pas de l'admiration, mais une véritable déclaration d'amour que lui fait son public. Zidane, on t'oubliera jamais. Merci Zizou. C'était super. C'était super. Merci d'être venu. Tous les week-ends, je te suis, ma parole, tous les week-ends. Alors pourquoi le joueur de foot est-il devenu une telle référence ? Comment est-il devenu le sportif français le mieux payé de tous les temps ? C'était super. Merci d'être venu. Tous les week-ends, je te suis, ma parole, tous les week-ends. Alors pourquoi le joueur de foot est-il devenu une telle référence ? Comment est-il devenu le sportif français le mieux payé de tous les temps ? Retour sur la construction d'un modèle de réussite. Le début de l'histoire est connu. Ça se passe à Marseille. Zidane est né ici il y a 33 ans. Difficile de l'ignorer, depuis 1998 et la Coupe du Monde en France, son portrait géant fait face à la bonne mère. Si le joueur fait l'objet d'un culte, Marseille est son lieu de pèlerinage. Le patron du bar voisin joue les gardiens du temple. Il est à nous. C'est notre Zizou. Comment il est connu? Pour une fois qu'on est bon, ne nous le prenez pas. L'enfant du pays est né de l'autre côté de la ville, là où les destins d'exception se forgent très rarement. Zidane a grandi dans le quartier populaire de la Castellane. Son père est ouvrier, sa mère s'occupe de lui, de ses 3 frères et de sa sœur. Zinedine est le petit dernier. Dès qu'il a su marcher, il a commencé à taper dans un ballon dans la cour de son immeuble. Souvent quand même, les grands footballeurs, les joueurs un peu plus, qui ont un peu de génie, quoi, qui sont donc au-dessus des autres, on s'aperçoit souvent que l'école de la rue reste quand même une école formidable, quoi. C'est-à-dire de jouer avec ses copains pendant des heures et des heures, à répéter des gestes, à travailler sûrement une technique. Et ça se fait peut-être à l'âge de 5, 6, 7 ans, donc très très jeune. Son talent, développé au pied de sa cité, tape très vite dans l'œil des recruteurs. Celui des clubs de quartier à Marseille, puis ceux de Cannes, alors en première division. À 14 ans, Zidane quitte la Castellane pour entamer son aventure professionnelle sur la Côte d'Azur. Il est stagiaire, son président à l'époque se souvient. Il avait 3 000 francs par mois de salaire. En tant que ? En tant qu'aspirant. Et il est venu, enfin, il couchait au centre de jeunesse qui était en ville. C'est là qu'il a connu son épouse d'ailleurs. Le jeune Marseillais gravit les échelons très rapidement.
Après 3 ans passés au centre de formation, il débute avec les professionnels. À 17 ans, le smicard du football côtoie les gros salaires de l'AS Cannes. La dernière année, enfin quand il avait commencé, il y avait toujours 3000 francs. Et il y avait des joueurs chez nous comme Azanovic, comme Mbik, Cotte. Les stars de l'époque. Ouais, Louis, bien évidemment. Fernandez. Et Zizou, il jouait avec 3000 francs. Et à côté de lui, il y avait Azanovic qui jouait pour 250 000 francs. Et donc c'était pas juste. Et puis cette année-là encore, Zizou, il a fait une meilleure saison qu'Azanovic. Mais à l'époque, ce n'est pas d'être le moins payé qui chagrine le jeune Zinedine. Le 4 août 90, il vit un grand moment de doute et de désarroi. À un peu plus de 18 ans, c'est le dur apprentissage des soirs de défaite. On avait perdu 3-0 contre Auxerre. Zizou avait joué. Et en sortant du stade, les gens l'avaient sifflé. Et puis bon, moi j'ai pas fait bien attention. Et puis on avait une tente de VIP à l'extérieur du stade sur le parking où on allait dîner le soir. Et puis en allant à cette tente, sur le parking il y avait des voitures. Il était assis entre 2 voitures en train de pleurer, assis au bord du trottoir. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as, Yaz? Il me dit, je suis sifflé, j'en ai marre, je vais arrêter le football. Je lui dis, attends, arrête, dis pas de bêtises, attends-moi là. Donc j'ai été chercher 2 bons whisky coca. Et j'étais m'asseoir à côté de lui, on a pris un whisky coca ensemble. Et là, je lui ai dit, prochaine fois que tu marques un but, je te paierai une voiture. Quelques mois plus tard, Cannes reçoit Nantes, un certain Zidane, 18 ans, marque son premier but en première division. Il donne la victoire à son équipe. Le lendemain, je lui ai offert peut-être pas dire la marque, une Peugeot rouge. Et on a fait venir la voiture neuve au centre de formation. Il venait d'avoir son permis de conduire. Et on a fait un petit cocktail autour de cette voiture et il est parti avec la voiture. Il était content? Il était ravi, il m'en parle encore. On donne, petit pas, on donne, dans les 200, c'est parti, petit pas sur place. Hop, on dissocie, à gauche, à droite. Il s'appelle Zinedine Zidane, mais ses amis l'appellent Zizou. Il est arrivé cette saison aux Girondins pour jouer au milieu de terrain. Il a un talent fou. 1992, l'étape suivante de l'ascension vers les sommets. Elle passe par Bordeaux. En changeant de club, le jeune joueur change de statut. Zinedine, qui a encore tous ses cheveux, répond à ses premières interviews. Son nom apparaît dans les journaux et surtout à 20 ans, il change de salaire. Moi je lui offre 50 000 francs et j'étais très touché qu'ils me disent je dois en donner une part à mes parents et qu'ils se comportent comme ça et qu'ils viennent vivre à Bordeaux et il me dit vous savez moi j'ai un problème, j'ai ma fiancée. À Cannes, ça va, mais elle voudrait travailler. Et donc, je lui ai trouvé un emploi dans un de mes magasins. Elle a été vendeuse pendant quelques mois. Et le célèbre fabricant de lunettes ne regrette ni les 50 000 francs de salaire de son joueur, ni le petit boulot offert à Véronique, qui deviendra Madame Zidane quelques mois plus tard. Zinedine, bonjour. Bonjour. Zinedine, je vous propose tout de suite de regarder quelques-uns des plus beaux buts que vous avez inscrits sous le maillot girondin. Là, c'est une de vos spécialités, Zinedine, le coup franc. Oui, j'essaie de travailler pour essayer de marquer pas mal. À la grande satisfaction de ses dirigeants, un talent très prometteur éclate à Bordeaux. Il progressera lentement et sûrement. Et ça deviendra dans l'année ou dans les 2 années à venir un des meilleurs milieux français. Un grand international. Oui. Il m'a jamais réclamé d'augmentation, de négociation. Je l'ai augmenté de moi-même, donc il n'a pas eu à négocier. Sans indiscrétion, vous avez doublé le salaire d'un joueur qui a... Oui, un peu plus même. Ah, mais ça restait très raisonnable. Et je dois dire que c'est pas le garçon le plus payé au club. En août 94, Zidane, qui gagne désormais 120 000 francs par mois, franchit un cap supplémentaire avec sa première sélection en équipe de France. Il a 22 ans. Les Bleus perdent 2-0 contre la Tchécoslovaquie. Il réussit une entrée en jeu tonitruante. Zinedine Zidane marque 2 buts en 10 minutes. Le lendemain, c'est ZZ, c'est Zizou, c'est Zinedine, c'est Zidane avec ses 2 initiales. Il devient Zorro.
La France a trouvé son sauveur, Bordeaux devient trop petit pour lui. Giovanni Agnelli, le président de la Juventus de Turin et patron du groupe Fiat, fait alors à Alain Afflelou une proposition qui ne se refuse pas. Pour embaucher le jeune prodige, il met 42 millions de francs sur la table. Ça n'a pas traîné. Un dimanche matin, toute ma vie je m'en souviendrai, monsieur Agnelli au téléphone, voilà, écoutez, il nous faut Zidane. J'ai dit oui, mais je sais, parce qu'on est en relation. J'avais dû lui laisser entendre qu'il y a d'autres clubs, ce qui était vrai, qu'il le voulait. Il y a Milan, il y a les clubs anglais, je sais plus quoi. Il me dit, je peux pas aller au-delà, parce qu'on n'a jamais payé quasiment autant pour un joueur. Il est jeune, il est bien, et le truc. J'ai dit, bon, bah, écoutez, ok. En arrivant en Italie, Zidane double encore son salaire. 250 000 francs, près de 40 000 euros par mois. Mais ce qui va le faire passer dans le club très fermé des joueurs les plus chers du monde, la France n'est pas près de l'oublier. À 26 ans, le numéro 10 français marque 2 des 3 buts de la finale de la Coupe du Monde contre le Brésil. Ce 12 juillet 1998, l'enfant de la Castellane devient beaucoup plus qu'un sportif d'exception. Il accède à un autre univers. Avant, c'était un joueur plein de talent, mais qui n'a encore rien démontré. Et puis tout d'un coup, il a fait gagner la France. Donc il a changé de statut, qu'on est passé du statut de joueur de football talentueux, comme l'étaient plein d'autres, à de celui qui, les couleurs bleu-rouge sur le cœur, fait gagner la France. Depuis ce match-là, le nom de Zidane et son visage deviennent les symboles d'un pays qui gagne. Parce que moi je parle pas fort déjà. Le jeune et timide Marseillais d'origine kabyle prend une place unique dans le cœur des Français. Je vous remercie de votre soutien, tout le soutien que vous avez porté pour toute cette Coupe du Monde. Le meneur de jeu des Bleus fait la une de tous les journaux et déloge même l'inamovible Abbé Pierre de sa place de numéro 1 au baromètre de la personnalité la plus appréciée des Français. Zidane, c'est pas le gendre idéal, mais c'est le beurre idéal pour les Français. Et même ceux qui, parce qu'on dit qu'on n'est pas un peuple raciste, mais il y a toujours un fond de racisme. Et c'était celui que tu pouvais présenter, qui avait réussi, qui ne devait rien à personne, qui était un modèle d'intégration. Alors que lui ne revendique pas ça comme ça, hein. Lui il se revendique pas modèle, mais c'est tous les autres qui ont projeté cette image. Et cette image idéale du chef de file de la génération Black Blanc Beurre intéresse évidemment beaucoup les marques. La première pub qu'il accepte après la Coupe du Monde est surprenante. Elle vante les mérites d'une chaîne de hard discount. Le premier contrat publicitaire qu'il avait signé, c'était avec Leader Price, et sur l'argument que sa maman allait faire ses courses chez Leader Price en bas de l'immeuble. C'est tout lui, il est resté un petit peu comme ça, quoi. Je pense qu'il fonctionne avec des coups de cœur. Il y avait un petit côté affectif d'associer son image. Mais attention, il a tout de même jeté un œil sur tout ce qui s'est fait, jusqu'à refuser que son nom, que sa tête figure sur les sacs plastiques qui sont tous destinés à aller à la poubelle ou à être jetés. Donc on voyait son nom sur les affiches et sur des petites cartes postales. Donc il a quand même fait attention à ça. Mais le champion du monde est encore un novice en matière de pub. Au même moment, il devient l'ambassadeur d'une grande marque de luxe qui ne sait pas que ses affiches vont côtoyer celles du hard discounter. La même année, Zidane a signé avec Dior pour le parfum Eau Sauvage. Pour les publicitaires, c'est quelque chose d'inconcevable. Un tel grand écart est inconcevable. Je suis Dior, passé derrière Leader Price, je dis... Enfin, en gros, je mets de l'argent, je crois au même symbole que la marque cheap par excellence, alors que moi je suis la marque haut de gamme par excellence. Donc il y avait un petit... voilà, donc c'était choquant. À la décharge du joueur, il ignore à l'époque à peu près tout des règles de base du marketing.
Mais rattrapé par la célébrité, Zidane doit s'adapter. Il choisit de ne vendre son image qu'à quelques marques qu'il sent proches de son quotidien. D'abord à une chaîne de télé. Et l'actualité du foot commentée par... Le travail de sélectionneur, Petit. Merci, monsieur Zizou. Puis pour de l'eau minérale. Des ballons sur le sol. C'est toujours les mêmes gestes. Le joueur accepte aussi de se lier avec un constructeur automobile. Enfin, avec un fournisseur d'accès téléphonique. Mais bien d'autres marques auraient rêvé de se payer Zidane. On va utiliser un Tony Parker pour parler aux 12-20 ans, en parlant rap, musique, basket, faire du jeunisme, quasiment ça fonctionne bien. Zidane, on peut l'utiliser à toutes les étapes. Ça parle aux enfants qui consomment les produits très jeunes, à la mère de famille qui les achète dans les magasins, et aux pères de famille qui forcément ne peuvent pas doit avoir une relation avec une marque quand c'est une marque aussi importante. Donc Zidane, il est à l'aise avec toutes les cibles. Mais ce fort potentiel publicitaire a un prix. Zidane se vend peu et il se vend cher. Les marques qui s'offrent le plus populaire des Français doivent casser leur tirelire. Le coût d'utilisation moyen d'un Zidane doit être d'environ d'1 million à 1,5 million d'euros par année et par marque, grosso modo. Donc on voit un peu ce que peut lui rapporter la publicité. Environ 8 millions d'euros l'année dernière. Versé par les marques évoquées il y a quelques secondes, à qui le joueur vend son image. Avec elle, son équipementier sportif, qui paye un peu plus que les autres, avec 2 millions d'euros par an. Ajoutez à ça que Zidane a également changé d'équipe depuis la Coupe du Monde. En 2001, il a signé dans un des clubs les plus riches de la planète. Son salaire annuel s'est définitivement envolé. Le Real de Madrid lui offre 6,4 millions d'euros par saison pour porter son maillot. Je vais parler en français, ça sera plus simple. Va hablar en francés, prefiere. Parce que pour le moment, l'espagnol, c'est pas encore. Même si je comprends bien, il vaut mieux que je m'exprime en français. À l'arrivée, l'enfant des cités marseillaises est devenu le sportif français le mieux payé. L'année dernière, ses contrats publicitaires et son salaire l'ont placé devant Thierry Henry à la 3e place et le gardien de l'OM, Fabien Barthès. Avec 14,3 millions d'euros de revenus en 2004, Zinedine Zidane occupe la 1re place française, la 3e au classement mondial des footballeurs, derrière ses coéquipiers du Real de Madrid, Beckham et Ronaldo. Bref, le Français gagne une fortune, étonnamment, sans provoquer de jalousie excessive dans l'opinion publique. Ce qui sauve Zidane, c'est qu'il n'en fait aucune expression excessive. Vous n'avez jamais vu Zidane rouler en Porsche ou en Ferrari. Vous l'avez jamais vu. Vous l'avez vu quelques fois porter des vêtements de quelques grands couturiers en quelques occasions, mais pas dire que ça soit excessif. Il n'a jamais arboré des Rolex. Il s'est pas mis au golf. Enfin, il s'est approché de château. Il n'a jamais eu de manière ostentatoire des signes extérieurs de sa richesse. C'est vrai que le joueur ne parle jamais de sa fortune. Personne n'a d'ailleurs vraiment réussi à chiffrer ce qu'il a amassé en 15 ans de carrière. Si les curieux ne le tracassent pas sur le sujet, c'est peut-être aussi pour ça. Nous sommes le 27 mars dernier à Rennes. Le meilleur joueur du monde n'est pas ici pour gagner un nouveau trophée. Il est spécialement venu de Madrid pour soutenir la lutte d'une association contre une terrible maladie génétique appelée leucodystrophie. Elle frappe les enfants et la recherche n'a toujours pas trouvé comment la vaincre. C'est un grand plaisir, non pas seulement parce qu'il est un grand joueur de foot, mais parce que il a fait des grandes choses pour Ella, et ça je le remercie de mon cœur. Je suis là en tant qu'être humain avant tout. Après, peut-être que mon image de sportif permet justement à ce qu'on en parle un peu plus, ou celle de toutes les personnalités qui sont là. Mais je suis avant tout un être humain, et je suis aussi papa, quoi. C'est surtout ça, quoi. Zidane, footballeur du dimanche pour la bonne cause. Le plus surpris de l'engagement profond de la star reste le fondateur de l'association. Guy Alba préside Ella depuis 1999. À l'époque, quand il contacte le meneur de jeu de l'équipe de France
Ce dernier réserve sa réponse. Il a quand même hésité, il a demandé à réfléchir et surtout il m'a dit écoutez, moi ce que je peux faire peut-être pour vous, c'est vous aider financièrement. Et là, je sais pas si j'ai eu le bon réflexe ou pas, mais j'en voulais pas parce que c'est pas ce que j'étais venu chercher. Ce que j'étais venu chercher, c'était Zidane. C'est lui, sa présence, son engagement, son image, si vous voulez, mais certainement pas son argent. Alors, qu'est-ce qui va gagner? C'est l'équipe Alba ou l'équipe Zidane? Zidane a finalement dit oui. Ella est devenue médiatique et très active. L'association multiplie les opérations de sensibilisation dans les établissements scolaires. En acceptant d'en devenir le parrain, le joueur a tout changé. Le budget de l'association Ella en 2004 donc, est de 5 600 000 euros. C'est des sommes qu'on n'aurait jamais imaginées il y a encore 2-3 ans. Donc c'est énorme. Le budget pour mémoire, en 99, il était de combien? De 500 000 euros. Ah oui, 10 fois plus. Oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est ça. Je vous dis, oui. Quand on chiffre l'effet Zidane, c'est pas le double, c'est le double la première année. C'est ça. Et 10 fois plus au bout de 4 ans. Je pense que ça doit être 10 fois plus au bout de 4-5 ans. Ouais. Et cet effet Zidane caritatif est étudié de très près par les spécialistes du marketing. La société de Gilles Dumas a réalisé une enquête sur la personnalité du joueur. Voilà, c'est des fiches sur eux. Le résultat est étonnant. Aujourd'hui, Zidane, en tant qu'homme, ce qu'il fait en dehors du sport, pèse beaucoup plus lourd de ce que ses performances sportives. C'est-à-dire que quand on demande aux Français en spontané, Zidane, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Il nous parle de Ella, de ses investissements, ainsi de suite, et du football après. On s'aperçoit en 2000, dans ces études, que l'image de Zidane, footballeur, est usée en publicité. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre Zidane en train de jongler avec son maillot de l'équipe de France ou avec un maillot quelconque, avec ses crampons, pour vanter les mérites d'une marque. En revanche, c'est l'image de l'homme qui intéresse fort, de l'homme populaire, l'homme humble, l'homme simple. Il est passé d'un statut de footballeur à un statut d'acteur à plein de la société. Voilà, il a changé de dimension. Il est plus connu par l'homme est plus connu que le footballeur. Du coup, les annonceurs ne mettent plus du tout en avant la virtuosité de Zidane balle au pied. Aujourd'hui, comme dans cette pub pour son partenaire téléphone, c'est l'homme de cœur qu'on utilise. En revanche, à Madrid, on préfère encore quand Zidane enfile sa tenue de footballeur. Dans un club qui a vu défiler les meilleurs, jamais sans doute un joueur n'a eu une telle cote d'amour. Chaque fois qu'il touche le ballon, il y a un grand silence dans le stade. Le public attend un de ces exploits techniques que lui seul peut réaliser. Et là, c'est un immense murmure de plaisir et d'admiration. On adore l'élégance de Zidane. On dit même qu'il a la grâce d'une ballerine. Pour nous, Zidane est vraiment le meilleur joueur du monde. La presse espagnole se délecte. Il joue son football comme on fait des vers. Il est magique. Il fait valser le ballon. Certes, cette année, on a moins vu ces gros titres qui rivalisent de lyrisme. Car à 33 ans, Zidane a été un peu moins bon. Mais peu importe, Madrid ne veut surtout pas le laisser partir. On dit ici que quand Zidane arrêtera, il deviendra l'ambassadeur du Real. En fait, toutes les personnes qui se sentent proches du club ne veulent absolument pas le voir partir. Il deviendra ambassadeur, il pourra faire ce qu'il veut, mais ici. Avec son club comme avec ses partenaires commerciaux, les qualités d'homme de Zidane lui offrent de nouvelles perspectives dorées. L'enfant de la Castellane doit prendre sa retraite sportive dans 1 an ou 2 au plus tard. Mais Marseille n'a sans doute pas fini d'être fier de son produit le plus populaire dans le monde.
Zidane, c'est un destin unique en son genre et tout le monde ne peut pas devenir champion de foot. Alors comment réussir quand on n'a aucun diplôme et aucune relation ? Eh bien, il y a un moyen, c'est de créer son entreprise. Il faut savoir qu'en France, 7 patrons sur 10 n'ont pas de diplôme supérieur au bac. Vous allez maintenant découvrir l'histoire d'un autodidacte. Il s'appelle Karim Deroise. Vous ne le connaissez pas et pourtant aujourd'hui, c'est un des rois de la pâtisserie en France puisqu'il est le premier fabricant de petits fours dans notre pays. Comment un gamin des cités, placé à la DAS puis recueilli par une famille, est-il devenu un patron de choc ? Comment vend-il ses petits fours dans le monde entier ? C'est un reportage de Laurent Lesage. Quand il était gosse, il n'imaginait pas qu'il pourrait un jour réaliser tous ses rêves. Devenir riche, avoir une belle moto, vivre au bord de la mer, en Normandie, dans une très belle maison. Benjamin, à table. Ah bah, qu'est-ce que tu manges là ? L'homme a 2 enfants qu'il garde un week-end sur 2 et pendant les vacances. À quoi ? Il aime bien leur offrir tout ce qu'il n'avait pas lorsqu'il était môme. Un billard et un baby-foot ou encore une piscine. Tout ce dont il rêvait étant petit. Car son enfance a été plutôt difficile. C'était une période où mes parents étaient, ma mère était malade. On a été gardé par la DAS. Et on a été placé dans une famille d'accueil. Alors je leur racontais, je leur disais, le premier jour ils m'ont dit, bon, on est votre nouveau papa et nouvelle maman. Nous on faisait une tronche, mon frère et moi, on avait 8 ans, 7 ans, 8 ans. Et alors quand je leur raconte ça, ils se marraient. Ils disent, ah ouais, c'est trop et tout. Je dis, mais attends, c'est vrai. Hein. Alors là, ça a changé. Voici l'incroyable destin de Karim, enfant des cités, né de père algérien. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous avons en cœur... Karim a fait fortune grâce à un produit de luxe, le petit four, dont il est devenu l'un des géants mondiaux. Des petits fours, pourtant, il n'en a pas beaucoup vu dans son enfance, à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris. Et là, c'était ma cité, ici, avant. Elle était là et elle l'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Ils ont rasé, puis ils ont fait, apparemment, c'est bien, il y a un endroit pour une petite pelouse pour se promener. Donc, j'ai besoin de venir pour me dire, tiens, c'est là que j'ai couru, c'est là que j'ai une cicatrice. Là, je m'étais blessé en faisant la grille qui sépare la voie de chemin de fer. Karim est le cadet d'une famille de 4 enfants. Un père ouvrier, une mère qui ne travaille pas. L'enfant, ici à droite, est plutôt chétif. Il souffre de la violence qui règne dans sa cité. Très vite, il n'a qu'une envie, en partir. Alors là, j'avais un copain qui a monté une entreprise maintenant, qui a pas une grosse entreprise, mais il est entrepreneur, tout va bien pour lui. Et on passait des nuits, on marchait toute la nuit, on se promenait, on parlait, on dit mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme idée géniale pour gagner des sous ? Gagner des sous, mais Karim n'a qu'un CAP de pâtissier. Il va vite s'en rendre compte, ce n'est pas avec ça qu'il va faire fortune. Alors il monte des petites boîtes, distribution de prospectus ou ballons publicitaires. Mais il n'a aucune formation et ça va lui jouer des tours. J'ai confondu tiroir, caisse et bénéfices et chiffre d'affaires, enfin bref. Donc ça a duré à peu près 1 an. À chaque fois que j'avais un échec, je retournais à la pâtisserie, mais entre deux, j'essayais des trucs. Je faisais les marchés, j'arrêtais les marchés, je voulais monter une entreprise de nettoyage de vitres. Je cherchais quand même. À force de chercher, il finit par trouver le produit miracle qui va bouleverser son existence, le petit four. Karim l'a remarqué, le petit four est un produit de luxe, compliqué à fabriquer et cher, plus de 60 € le kilo. Et il va trouver une idée toute bête pour faire baisser les prix. Le gamin des cités n'imaginait pas qu'il s'attaquerait un jour à un marché tenu par les grandes maisons de gastronomie. Ediard, Fauchon, Le Nôtre ou Dalloyau, leur point faible à ses yeux, ils vendent les petits fours trop chers, et pour cause. Chez Dalloyau, par exemple, en cuisine, c'est un travail de haute précision, du cousu humain. Pour ce petit four, il faut comprimer une framboise entre 2 madeleines en prenant soin de ne pas l'écraser.
Le prix, c'est d'abord celui de la main-d'œuvre, des ouvriers hautement qualifiés. Ce sont des chefs pâtissiers et il faut les payer entre 2 et 3 000 euros par mois. Regardez comment ça se passe pour l'Opéra, le best-seller de la maison. Une couche de chocolat, une couche de biscuits, bien pressé, puis un nappage de café. Au total, 6 opérations. Et la cerise sur le gâteau, une touche de feuille d'or au pinceau. Attention, c'est du vrai. Ah d'accord, ça c'est de la feuille d'or. C'est la feuille d'or, voilà. D'accord. C'est ce qui permet de finir l'opéra. Handicap supplémentaire, impossible de produire ces petits fours à grande échelle. Ce sont des produits frais, périmés au bout de 24 heures. Alors Karim va s'y prendre autrement. Aujourd'hui, il savoure sa réussite en pilotant un hélicoptère qu'il loue très souvent pour ses déplacements. Il y a 15 ans, il avait seulement un petit atelier en banlieue parisienne. Désormais, il dirige cette usine à Saint-Valery-en-Caux et il gagne, salaire et dividendes, 50 000 euros par mois. Son idée, trouver un moyen de produire des petits fours moins chers, en grande quantité, et qui puissent se conserver pour être livrés dans toute la France. Résultat, il dirige une entreprise de 400 personnes et une vingtaine de cadres, toutes ces blouses blanches. Et plus de performance, en gros. Donc, j'avais pas vu arriver le fait qu'on était un peu à sature. Ici, on est très loin de la cuisine d'Aloyau et de ses chefs pâtissiers. Bienvenue dans l'univers de l'industrie agroalimentaire. Voici ces lignes de production. On y travaille à la chaîne. Cet ouvrier fait des tartes au citron. Il en fait plus d'1 millier à l'heure. Là, ce sont des tartelettes aux abricots. L'ouvrière doit poser 4 morceaux de fruits par gâteau, pas un de plus. Son usine fabrique aussi le fameux Opéra. C'est la même recette, mais pas tout à fait les mêmes méthodes. Là encore, du travail à la chaîne, comme dans l'industrie automobile. Ils peuvent en produire jusqu'à 15 000 par jour. Ici, les ouvriers n'ont aucun diplôme de pâtissier. Karim a dû tout leur apprendre sur le tas. On mettrait un petit chouille, parce qu'en fait, ceux qui sont sur le côté, ils en ont moins que ceux qui sont là. Et après, avec le froid, ça disparaît. Donc un petit peu, c'est pas beaucoup, pas trop, mais un peu plus, surtout sur les côtés. Merci. Mais sa grande innovation, c'est une idée toute bête. Il suffisait d'y penser. Pour pouvoir transporter les petits fours, on les congèle. Restait encore à trouver l'emballage. Ce sera sous plastique et sous vide. Karim a eu l'idée en voyant les paquets de saumon fumé dans les supermarchés. C'est un peu trop sous-vidé quand même. Résultat, des petits fours 3 fois moins chers. Au départ, la fabrication était artisanale, mais comme Karim a été le premier à le faire, il a de gros clients. Grande surface, restauration collective et marque de surgelés. Des clients qu'il faut fournir en temps et en heure. Ce jour-là, rupture de stock, grosse colère du patron. Ça est interdit la rupture, putain de bordel, on a l'impression qu'on est en train d'accepter des ruptures chez nous. C'est ce qui est arrivé la semaine dernière et qu'on a déplacé. Pourquoi on était en rupture? Pourquoi on peut pas avoir un peu de stock? Ouais, mais la donnée d'entrée, c'est quand même les prévisions. Si le client n'est pas capable de nous donner des prévisions, il est toujours dans les choux, dans n'importe quel. Mais j'ai demandé, mais la vie, elle n'est pas comme ça, c'est pas vrai. Il y a des gens qui font pousser des fleurs dans le désert et d'autres, ils les feront jamais pousser. Donc on n'a qu'à faire un boulot chez nous, d'envoyer un courrier correct au client. Et un truc, en leur parlant, j'ai demandé cette lettre, on l'a même pas un mois pour avoir une lettre. Mais c'est une réalité, c'est comme ça. C'est bon. C'est quoi le souci? Ah non, il y a un client qui est en rupture, donc c'est comme si vous allez au boulanger, vous allez chez le boulanger, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de pain. Ben, s'il n'y a pas de pain, vous changez de boulanger. Et moi, je veux pas qu'ils changent de crèmerie, les clients, je veux qu'ils restent chez moi. Alors, pour qu'ils restent chez moi, il faut qu'ils aient les produits quand ils les demandent. Voilà. Les commandes ne cessent de grossir, le travail est dur. Et chaque mois, il faut remplacer 40 ouvriers qui jettent l'éponge. Problème, les candidats ne sont pas toujours motivés. Qu'est-ce que vous venez faire ici alors? En fait, j'ai cherché du travail pour travailler, faire de l'argent. Parce qu'en fait, c'est une des seules entreprises dans le coin qui recrute, donc c'est pas facile. Parce que Normandie, il n'y a pas trop de travail, donc voilà. Vous pensez que c'est dur la production? Ça a l'air bien rythmé. Hein.
Ça vous fait pas peur? Bah non, je sais pas. Peut-être qu'au bout d'une journée, je me percevrai que c'est dur, puis voilà, je resterai le temps de gagner des sous, et puis voilà. C'est dur de travailler ici? Bah, je pense que c'est pas facile parce qu'il faut mettre les cerises sur les gâteaux. Donc mettre des cerises sur les gâteaux, au bout d'un moment, ça va bien, mais c'est pas très marrant, quoi. Donc je pense que c'est pas rigolo comme boulot. Mais il paraît qu'il y a pire que nous, c'est les sardines. Faire des sardines, les vider, c'est pire. Bon, alors. Bonjour. Comment motiver des ouvriers payés à peine plus que le SMIC et qui font des tâches répétitives? D'abord, Karim a instauré une prime de 40 € par mois pour récompenser les plus rapides. Autre problème, l'absentéisme. Et là encore, il l'a réglé par une prime de 40 €. On la touche à la fin du mois si on n'a pas été absent ou en retard une seule fois. Bon, c'est pareil, hein, si on est absent une journée, on n'a plus de prime, alors bon. C'est vrai qu'il y a eu un mois où je ne l'ai pas eu parce que j'étais absente. Les commandes affluent, particulièrement à Noël, et parfois, on l'a vu, l'usine a du mal à faire face. Karim projette déjà de doubler sa surface de production. Mais en attendant, il ne court pas après les clients. Luxe suprême, il peut se permettre de les choisir. Ce matin, il échange quelques mots d'arabe avec ses clients venus des Émirats. Nice to meet you. Les deux hommes connaissent apparemment les produits et ils prétendent pouvoir passer de grosses commandes car ils fournissent les palais des Émirats. C'est le monde à l'envers, ce sont eux qui vont tenter de séduire Karim. La clientèle, on peut penser à une clientèle niche, mais je dirais aujourd'hui les palais c'est quand même 4000-5000 mètres carrés aux Émirats, et quand ils invitent, on ne lésine pas sur les moyens. Vous allez avoir 10 personnes pour dîner, vous en allez avoir 250 personnes pour, en termes de, je dirais, D'accord. de nourriture proposée. Regardez par exemple sur ce journal. This is a newspaper. Ah, yes. Okay. This is, voilà notre président. Yes. Okay. Voici le fils de notre président. Et ça, c'est nos produits. Opération séduction à l'oriental. Monsieur Saïd lui montre sur le journal qu'il est un proche du chef de l'État, le cheikh Zayed. Pour le convaincre, il lui montre même les plateaux en argent qu'il utilise pour les petits fours du palais. Et regardez là. Voilà encore le fils du président. Et ça, c'est moi. Et ça, c'est un énorme gâteau, mais vraiment très gros, 2 mètres par 1,50 m. Il reste encore à goûter ses produits, et là, il va y avoir un couac. Au départ, tout va bien. C'est le top. Vous aimez? Ah, c'est super bon goût. Hein. Très grande qualité. C'était pas assez croustillant, ça? Ouais. Hein, pas assez? Mais il y a un petit four qui pose problème. C'est trop mou. Ah ouais, c'est no good. C'est pas bien ça. Ça veut dire que ça, c'est pas qualitatif, puisque c'est mou et ils doivent être croustillants, vous voyez, donc ça s'écrase. Concrètement, ça veut dire que le produit, il commence à minuit, la fabrication des produits. Et les produits, tellement il y en a à faire, ils attendent dans la production, ils attendent jusqu'à temps qu'ils soient finis. Et tout ce temps qu'ils attendent, ils prennent de l'humidité et ça donne ça. Merci beaucoup. Merci. Again. À bientôt. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Est-ce à cause de ce défaut de fabrication, les hommes d'affaires repartent sans passer aucune commande? Tout ça devant notre caméra, Karim est vexé. Alors il va convoquer les responsables, le directeur de production en chemise bleue et à sa gauche Clotaire Hubert, le chef pâtissier. Apparemment, quand on le touche, on sent, regardez tous, hein, on est d'accord qu'il est, voilà, c'est rien c'est pas bon, hein, voilà. Donc on a ce problème-là. Alors ce qu'il faudrait trouver, c'est le numéro de lot, combien de palettes on a fabriqué de ce produit, et on va les changer tous. Alors on va ouvrir les boîtes, jeter les plastiques qui a coûté, dégager tout ça et changer avec des produits que nous allons refaire conformes au cahier des charges qui est le nôtre, puisque c'est un produit maison. Donc ça va coûter 30 000 francs, un truc comme ça.
En juin dernier, Karim a déjà dû réexpédier à un client une commande complète pour un montant de 220 000 €. Tout ça commence à lui coûter très cher. Tartelettes à l'abricot, aux fraises, aux kiwis ou aux figues, Karim a une gamme de plusieurs centaines de petits fours différents. Et il doit sans arrêt en inventer de nouveaux. Tout à fait. Tout repose sur les épaules de Clotaire Hubert, le chef pâtissier qu'il a débauché chez Dalloyau. C'est pas des produits qu'on va finir comme ça. Ce jour-là, Clotaire a réalisé 2 nouveaux plateaux pour un client américain. Comme toujours, le patron goûte et il ne lui fait pas de cadeau. Un bon retour, mais je trouve qu'il est acide. Ouais. Acide. Et puis, un opéra. C'est acide, Clotaire devra retravailler le produit. Après un peu long. Le pâtissier, c'est essentiel et c'est très difficile à recruter. Avec le projet d'agrandissement de son usine, Karim doit justement recruter 2 nouveaux chefs et ce n'est pas en France qu'il va les chercher. Las Vegas, dans le désert du Nevada. Karim est venu y passer 3 jours pour tenter de trouver un nouveau pâtissier. Clotaire est du voyage, tout comme Stéphanie, la directrice export. Ouais. On est à Las Vegas, là. Ouais, on est à Vegas, on est à côté de la Tour Eiffel où tu aimais bien me promener. Ils se rendent au championnat du monde de la pâtisserie car ils ne veulent pas embaucher n'importe quel pâtissier, mais un vrai créatif. Et ce n'est pas facile à trouver. Ici, justement, les meilleurs sont là. Une quarantaine de pâtissiers venus de 12 pays. Ils vont se disputer la couronne mondiale au cours d'une vraie compétition. Dans le public, ils ont même leurs supporters. 3, 2, 1. C'est parti. Les candidats ont maintenant 4 heures pour montrer toute l'étendue de leur talent. Pour remporter les faveurs du jury, il faut faire vite, beau et bon. À l'arrivée, c'est du grand art. Les fantaisies sucrées des candidats rivalisent de couleurs. Karim de Roise n'en perd pas une miette. Il photographie tout ce qu'il voit. Ça permet les collaborateurs de voir ce qu'on a vu. Ça permet aussi de ressortir, de dire ah tiens c'était une idée et puis le temps a passé, on s'est pas servi de cette idée-là et de la ressortir. Au concours de la plus belle pièce montée, ce sont les Coréens qui emportent le titre mondial. Ils ont réalisé un dragon de plus de 1 mètre de haut, tout en sucre. À Las Vegas, Karim a sous la main les meilleurs de sa profession. Reste à convaincre l'un d'eux de mettre son talent au service de ces petits fours surgelés. Et c'est dans les coulisses de la compétition que tout se passe. Karim et ses collaborateurs partent à la chasse au grand chef. Allez, tu voulais me parler ? Bonjour monsieur. Nicolas Boussin. Ah c'est vous ? Vous connaissez mon ex-femme, Jocelyne ? Ouais, je connais bien. Moi, Clotaire, il m'a dit, je connais un gars, si on l'avait avec nous, c'est pas 30 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on ferait, c'est 50. Ah, je sais pas, mais bon, toujours été que... Ce jeune homme l'intéresse. Karim le connaît de réputation. C'est un meilleur ouvrier de France. On le voit à ses bandes tricolores sur sa chemise. Un label qui compte dans la pâtisserie mondiale. C'est du cognac, c'est des oranges, donc c'est impeccable. Et nous, on a du sucre, on a du chocolat. Ça va bien ensemble. On a du grand marié. On a tout le reste. Karim lui propose au moins 5 000 € net par mois. On pourrait penser qu'il a le plus grand choix sous la main, mais il fait chou blanc. Il va quitter Las Vegas sans avoir trouvé son pâtissier. Toutefois, il n'a pas fait le voyage pour rien. Le lendemain, il a un rendez-vous de la plus haute importance avec l'un des fournisseurs de Walmart, la plus grosse entreprise du monde. L'homme s'appelle Bart et il achète ferme pour 500 000 $ de petits fours. Pourquoi est-ce que vous achetez à une compagnie française et pas aux États-Unis? À cause de la qualité. Ces petits fours sont faits à la main. Et ça, c'est tout à fait unique. Aux États-Unis, je pourrais toujours trouver des petites pâtisseries, mais pas une usine capable de me fournir en grande quantité pour toute l'Amérique.
Un très joli coup, mais en revanche, l'homme a une exigence. Il veut avoir l'exclusivité des petits fours de Karim sur tous les États-Unis. Là, Karim ne l'entend pas du tout de cette oreille. Si vous nous l'accordez, cette exclusivité, vous serez gagnant. Sur tous les États-Unis, il y a au moins 400 personnes qui vendront vos produits. Finalement, c'est Karim qui emporte la décision. Il ne veut céder l'exclusivité de ses produits à personne, pas même à un poids lourd de la distribution. La liberté, ça n'a pas de prix. Donc je n'ai pas à verrouiller un marché pour un client, aussi gros soit-il. Si je deviens son employé, alors je n'ai pas besoin de monter une entreprise, je vais rester employé comme avant. Arthur, thank you very much. Presque seul sur son créneau, Karim est en position de force pour négocier. Ça ne durera peut-être pas toujours. En attendant, l'enfant des cités aura réalisé son rêve américain. Parmi ces personnalités, certaines sont parties de rien. Celui que vous allez découvrir maintenant a commencé comme vendeur de rue. Aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus riches du monde. Il s'est même offert cet hiver à Marionneau, la plus grande chaîne de parfumerie française. Cet homme s'appelle Li Ka-shing, portrait d'un géant chinois. Vous vous en rappelez sans doute, en janvier dernier courait la rumeur qu'un mystérieux Chinois allait racheter en bloc les 1200 parfumeries Marionneau. Un homme au nom compliqué, dont les vendeuses elles-mêmes ne savaient encore presque rien. Bah voilà, les filles, voilà la tête de Li Ka-shing. Sa photo est ce matin dans le journal. Ouais. Tu l'avais pas vu, toi? Non. Oui, on dirait pas qu'il a 76 ans. Hein. À 18 ans, il travaillait 18 heures par jour et à 20 ans, il a racheté l'entreprise pour laquelle il travaillait. Et paraît-il qu'il est toujours habillé comme ça. Ah oui. Il met toujours un costume sombre avec une chemise blanche. Voilà. On est en accord, hein? Nous sommes en accord. Cravate bleue, voilà. Voilà. De toute façon, pour le moment, ça change rien pour nous. Hein. On verra bien après. Hein. Elles se rassurent comme elles peuvent. De toute façon, leur maison allait très mal. Le Chinois n'a fait qu'une bouchée du numéro 1 français de la parfumerie. Il l'a racheté pour 900 millions d'euros. Un choc. Ça a fait la une de tous les journaux. La Chine à l'assaut de l'Occident. Le retour du péril jaune. Car tout de même, un Asiatique qui met la main sur une enseigne française, ça ne s'était jamais vu. Une vraie énigme. La même semaine, quelque part dans une tour de Hong Kong, le bras droit de Li Ka-shing est fébrile. Il doit téléphoner pour nous à son grand patron. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Peut-être rien, alors ne vous excitez pas trop, hein. On va essayer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez appeler Monsieur Lee pour moi? Je ne sais même pas s'il est là, les gars. Il essaye de nous organiser un rendez-vous pour le lendemain. Attendez une seconde. Avec une sorte d'homme invisible. Li Ka-shing, l'insaisissable. Il n'y a que peu d'images de lui. Avec ses éternelles lunettes aux montures noires, ce Chinois de Hong Kong est pourtant l'homme le plus riche d'Asie. Il pèse 10 milliards d'euros. Attendez, ce gars possède 20% de Hong Kong. Il contrôle le port, les grandes surfaces, l'électricité. Écoutez, on m'a raconté qu'il avait commencé en vendant des fleurs artificielles. Hong Kong est une ville très sûre et pourtant Lee se déplace toujours avec une armée de gardes du corps. Et il est presque le seul à faire ça. Qui est ce mystérieux tycoon qui vient de racheter Marionneau? Pourquoi vit-il caché? Qu'est-ce qu'il vient faire en France? Nous sommes partis à la recherche de Mr. Lee. Grand Prix d'Amérique à Vincennes, la course sera peut-être l'occasion d'en savoir plus. Le championnat des trotteurs est parrainé depuis 4 ans par Marionneau. Un vrai rendez-vous mondain. Au centre, Marcel Friedman, c'est lui qui a fait de Marionneau le premier parfumeur de France. Il vient de vendre à Li Ka-shing, mais a obtenu de rester à la tête de son affaire. Aujourd'hui, il est le roi de la fête. Autour de lui, rien que du beau monde. Il y a Roger Hanin, Lou Doyon, Robert Hossein, Mathilde Seigné ou le boxeur Brahim Asloum. Jusqu'à Roselyne Bachelot, ancien ministre, député européen.
Jamais avare d'une plaisanterie pour amuser la galerie. Et la dame fait « Oh, vous voulez dire qu'il a un pénis et un cerveau ?» Ces messieurs dames s'amusent. Les chevaux trottent. Allez, ils arrivent. Et la foule est heureuse. Il y a pourtant un absent de taille. Li Ka-shing, le nouveau propriétaire, n'est pas là. Ils sont très branchés cheval à Hong Kong, d'après ce qu'on m'a dit. Mais faire le voyage pour ça, je suis pas sûr. Surtout qu'il est pas jeune. Et je suis pas sûr que ce soit reposant. Vous l'aviez invité, monsieur Li Ka-shing, quand même? Je sais pas, je le fréquente pas vraiment encore. Ça va venir. Il ne le fréquente pas, bel euphémisme. Pour lui vendre Marionneau, il ne l'a même jamais rencontré. L'affaire de sa vie, le groupe qu'il a bâti de ses mains, Friedman a dû se contenter de le négocier avec le bras droit de Li Ka-shing. Vous le reconnaissez? Il s'appelle Ian Wade. Ses méthodes sont incroyables. Il est venu tout seul, il m'a apporté un cadeau, alors qu'on s'était jamais vu. Le chameau là qui est derrière. Voilà. Ah, c'est le cadeau, ça. Une très belle pièce authentique de je ne sais quand. Posez-la. Ils vous ont séduit avec un chameau, alors. Ils m'ont pas séduit avec un chameau. Ça m'a surpris. La bestiole ne paye pas de mine, mais quel cadeau. La statuette est du XIIe siècle et sa valeur énorme. Achetée par Mr. Lee chez Christie's, elle est estimée entre 40 et 60 000 $. Un joli présent pour faire connaissance, car Li Ka-shing, Friedman n'en avait jamais entendu parler. Il n'a eu le droit de le croiser qu'une petite demi-heure seulement, et c'était un mois après la fin des négociations. À quoi il ressemble alors? On l'a pas vu. Un Chinois un petit peu anglo-saxon dans la tenue, dans les vêtements. Enfin, c'est un homme un petit peu plus âgé que moi. Enfin, oui. Impression? Quelle impression? Moins jeune que moi, je sais pas comment il faut le dire. Quelle impression vous a-t-il fait? Charmant. Charmant. Je cherche pas à vous impressionner, mais très à l'aise. Très agréable. Nous n'en saurons pas beaucoup plus avec Marcel Friedman. C'est pourtant sans doute le Français qui a passé le plus de temps avec lui. Inconnu en France, Li Ka-shing semble être beaucoup plus célèbre à l'étranger. Des milliers de pages sur Internet. Des photos officielles, mais toujours à peu près les mêmes. Et une biographie, écrite par un Canadien, son sous-titre renforce le mystère. Élusif billionnaire signifie l'insaisissable milliardaire. Nous avons appelé son auteur Anthony Chan, qui a longtemps été journaliste à Hong Kong. Si je l'ai appelé le milliardaire insaisissable, c'est qu'il est impossible à approcher. Je lui ai envoyé des emails, des courriers, et bien que j'ai écrit un livre positif sur lui, il n'a probablement jamais entendu parler de moi. Un milliardaire si secret qu'il vivrait en dehors du monde. Difficile à croire. Il n'y avait plus qu'une solution, s'envoler pour la Chine et essayer de débusquer l'homme invisible. À 10 000 km de la première boutique Marionneau, voici Hong Kong. Une ville bâtie sur un archipel rattaché à la Chine, mais au statut très particulier. Il y a 8 ans, c'était une colonie britannique et comme à Londres, les bus à 2 étages roulent à gauche. 7 millions d'habitants, autant de gratte-ciel qu'à New York, et le plus grand port du monde. Accroché à la Chine communiste, une enclave capitaliste où, paraît-il, chaque fois qu'on dépense $10, 2 reviennent à Li Ka-shing. Si c'est vrai, alors même notre chauffeur de taxi devrait pouvoir nous en dire plus. Vous connaissez cet homme? Li Ka-shing, oui. Ici, à Hong Kong, tout le monde l'appelle Superman. Superman. Oui, Superman. Il est très riche et on l'appelle Superman. Superman, rien que ça.
Et dans la rue, à la seule vue de sa photo, tout le monde le reconnaît. Vous savez qui est cet homme? Vous connaissez cet homme? Il est très célèbre. Pourquoi? Il a beaucoup de commerce, beaucoup d'immobilier. C'est une star à Hong Kong. Tout le monde le connaît, mais comment l'approcher? Pour l'instant, nous n'avions qu'une adresse, celle de Watson, le numéro 1 mondial de la parapharmacie, la société de Li Ka-shing qui a racheté Marionneau. Apparemment, c'est ici. De dehors, on dirait un entrepôt. Mais dedans, le luxe est celui d'une riche demeure anglaise. Meubles de style et partout, des antiquités. Par exemple, celui-là date de 1901. Parce que Watson a commencé comme pharmacie et droguerie. Et c'était un calendrier qu'on imprimait chaque année pour donner aux clients. Avant d'être racheté par Li Ka-shing, Watson était une vieille affaire fondée en 1841. Je suis désolé pour la météo, c'est le pire temps qu'on peut avoir. On n'a jamais ça ici. Nous retrouvons Ian Wade, l'anglais qui a négocié Marionneau. PDG de Watson, il travaille depuis 23 ans pour Li Ka-shing. À ses côtés, Malina, sa responsable de la communication. Et ils sont un peu tendus, car mécontents de la manière dont la presse française les a présentés. Ils ont mal supporté qu'on les confonde parfois avec des Chinois communistes. Bon, avant qu'on descende, faut qu'on leur montre le dernier film sur notre groupe. Comme ça, vous saurez qui on est. Ben oui, parce que c'est quand même la vraie question. Qui êtes-vous? Enfin, nous sommes venus pour savoir qui vous étiez. Et les médias français qui ont raconté partout qu'on était des Chinois communistes, alors qu'on n'a rien à voir avec la Chine populaire. Je suis désolé de vous le dire, mais je suis le plus grand capitaliste qui soit. Et ça va beaucoup décevoir le public français. Ah bon, alors Mr. Lee n'est pas communiste non plus? Non, loin de là. Il a passé la frontière avec son père pour leur échapper. Il ne sourit plus. Il faut faire très attention quand on évoque Mr. Lee. Et pour être bien sûr qu'on ne le confondra plus avec un rouge, ils veulent nous en mettre plein la vue avec un film sur eux. Li Ka-shing dirige un conglomérat présent dans 41 pays, dans l'immobilier, les télécommunications. C'est à lui qu'appartenait la marque européenne Orange, avant que France Télécom ne la rachète. Il est dans le pétrole, l'électricité, il fournit tout Hong Kong et même l'Australie. Li Ka-shing est numéro 1 mondial des activités portuaires, de l'eau distillée, et possède des chaînes de supermarchés sur toute la planète. Il est un poids lourd des parapharmacies et des magasins de beauté. En rachetant Marionneau, ils sont même devenus les numéros 1 mondiaux des commerces d'hygiène beauté. Un coup qu'ils guettaient depuis 3 ans, et quand ils ont vu les cours de Marionneau s'effondrer, en un éclair, les deux hommes ont sorti 900 millions d'euros. Vous lui avez demandé avant d'acheter? Encore heureux, je dois, c'est son argent. Mais s'il dit oui, alors je fonce, et lui ne s'occupe plus de rien. Vous savez, on n'est pas une multinationale très compliquée. Si on était Nestlé, ça aurait pris 6 mois pour prendre la décision. Lui, ça lui a pris 3 minutes. Vraiment, 3 minutes. 3 minutes seulement pour décider de dépenser 900 millions d'euros. L'homme est rapide et il a de l'expérience. Car, aussi incroyable que ça paraisse, Li Ka-shing a bâti son empire sans le sou, en partant de rien. Adolescent, il a commencé simple vendeur de rue. Dans les années 50, il rachète sa première affaire, une petite usine de fleurs en plastique. Jusque-là, une histoire tranquille, puis 67, le coup de génie. De graves émeutes secouent alors Hong Kong. Petit livre rouge en main, les pro-communistes tentent de déstabiliser le pouvoir britannique, menacent de renverser la colonie. Une période noire dont Li Ka-shing a su profiter. Il n'aime pas trop qu'on le raconte, mais alors que les Hongkongais fuient, que l'immobilier s'effondre, lui reste et rachète à prix très bas tous les terrains et les immeubles qu'il peut. Quand l'ordre revient, il est devenu le premier propriétaire foncier de l'archipel. Li Ka-shing se fait promoteur et profite de l'afflux de réfugiés fuyant la révolution culturelle en Chine communiste. Avec cette fortune immobilière vite amassée, il va racheter à tour de bras des sociétés toujours plus grosses, à Hong Kong et puis dans le monde entier, ou presque.
car il lui manque un grand pays. C'est à ce moment-là qu'il se rapproche du consul général de France à Hong Kong, Serge Mostura. Et il m'a dit que quand il regardait une carte de l'Europe, il voyait qu'il y avait un grand pays dans lequel il n'était pas présent. Et ce pays, c'était la France. Donc il m'a dit, voilà, je réfléchis. Si vous avez des idées, des conseils, parlez-moi. La première affaire à laquelle il va s'intéresser chez nous n'est pas des moindres. Le premier port français, Le Havre, a bien failli devenir chinois. Le site appartient à l'État, mais son exploitation est privée. Il y a 3 ans, les autorités lancent un appel d'offres. Li Ka-shing, numéro 1 mondial des activités portuaires, se porte candidat et contacte le gouvernement français. C'est un souvenir de ma visite du port de Hong Kong. C'est là que j'ai rencontré M. Li Ka-shing. François Loss, ministre délégué au commerce extérieur, est directement approché. Ses collaborateurs ont montré des photos de tous les ports dont ils assuraient la gestion en tout ou en partie, et ils souhaitaient avoir un port français supplémentaire en gestion, si on veut, enfin en manutention. Mais ça n'a pas marché. Contre le numéro 1 mondial, les autorités ont préféré de petits exploitants locaux. Li Ka-shing n'arrive pas à entrer en France. Cela a-t-il un rapport ou pas? Mais alors qu'il vient d'essuyer cet échec, il va faire quelque chose d'incroyable et se montrer extraordinairement généreux avec une institution qui n'avait rien demandé à personne. Nous sommes au musée Guimet, le musée des arts asiatiques à Paris. Toutes ces antiquités valent des fortunes, comme leur dernière acquisition, ce tout petit cochon. C'est autour de 200 à 300 000 euros. 300 000 euros le petit cochon. Un petit cochon. Oui, ça fait cher le jambon. L'an dernier, Madame Delacour, la conservatrice, a eu le souffle coupé quand elle a ouvert de mystérieuses caisses en provenance de Hong Kong. À l'intérieur, un trésor, un lot de bronze rarissime. Vous avez sans doute deviné qui les avait expédiés. Alors voilà, précisément l'ensemble de bronze rituel qui nous a été offert par M. Li Ka-shing. Et je ne crois pas qu'il existe l'appareil ailleurs dans le monde. Ces bronzes sont exceptionnels car ils ont tous appartenu à une même famille il y a 3000 ans. Alors, moi je mets mes lunettes parce que sinon je vois mal. Voilà. Tous portent au fond la même marque, le nom du même clan. C'est unique au monde. Ça, c'est le nom de la famille. Est-ce que c'est inestimable ou est-ce que ça a une valeur? Je crois que c'est inestimable. Je crois bien que c'est inestimable. L'an passé, il a aussi versé 3 millions d'euros à l'Institut Pasteur de Shanghai. Bref, Mr. Li essaye de se faire bien voir des autorités françaises et ça marche. Le président de la République en personne a tenu à le remercier. Mi-janvier dernier, à l'Élysée, au moment précis où l'on apprenait que Mr. Li rachetait Marionneau, Jacques Chirac l'a promu commandeur de la Légion d'honneur. Mais, comme d'habitude avec Li Ka-shing, dans le plus grand secret. À Hong Kong, Yan Wade espère bien que ça l'aidera à continuer ses emplettes en France. Dans le vin, par exemple. Ginette, qui fait nos dégustations à Bordeaux. Car ils ont aussi une filiale vinicole qui, paraît-il, est très intéressée par l'enseigne française Nicolas. J'ai entendu dire que vous étiez intéressé par Nicolas, c'est vrai? On verra. Enfin, est-ce que eux sont intéressés? Je suis pas sûr. Mais enfin, arrêtez, vous allez tout racheter en France, c'est pas possible. On regarde vraiment sérieusement. Et maintenant, M. Chirac et M. Li se connaissent assez bien. Ça peut aider. Ils veulent désormais faire des affaires chez nous. Voilà peut-être pourquoi Wade va oser quelque chose qu'il n'a encore jamais fait. Il va tenter de convaincre Mr. Li de nous recevoir. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Peut-être rien, alors ne vous excitez pas trop, hein. Mais il n'est pas ici dans cette tour? Il n'est jamais venu dans cette tour. Jamais. C'est l'un des 20 buildings que nous avons à Hong Kong.
Mais Wade commence à trop en dire. Attendez, ce gars possède 20% de Hong Kong. Il contrôle le port, les grandes surfaces, l'électricité. Mr. Lee tient à sa discrétion et Malina, la directrice de la communication, intervient. Là, c'est juste mon bureau. Et j'aime bien parce que c'est loin du centre et je suis tranquille. Et tire gentiment son PDG dans le bureau d'à côté. Il essaye de faire de son mieux pour vous. Li Ka-shing n'a jamais donné aucune interview à une chaîne étrangère. Il est en rendez-vous avec le numéro 3 du gouvernement chinois. On essaye de s'arranger pour que vous puissiez aller à son bureau. Ça fait 23 ans que je suis là, ça n'a jamais été accordé avant. C'est une première, on n'a jamais fait ça. Mais pourquoi est-il aussi insaisissable ? Non, je ne dirais pas qu'il est insaisissable. Le truc, c'est qu'une interview en anglais, ça le dérange. Il ne parle pas bien. Quand je suis arrivé, il ne connaissait pas un mot. Un problème de langue ? Yan Wade ne dit pas tout. Right, okay. If all of you say no excuse. Vous l'avez entendu, effectivement, l'anglais de Mr. Lee n'est pas exceptionnel, mais son extrême discrétion a une autre raison bien plus sensible. Jusque dans les années 90, Lee ne fuyait pas les médias. Au contraire, il a même participé à un documentaire sur sa vie. Se laissant filmer dans son intimité par la télévision de Hong Kong. Au golf, où il joue tous les matins, à la maison, avec ses deux fils, Victor et Richard. Toutes les semaines, il nous fait manger la même soupe. Non, t'exagères. Si, toujours la même soupe, et c'est pour ça que je mange jamais ailleurs. Mais un tragique événement, en 96, a poussé la famille à devoir faire très attention à sa sécurité. Mark Clifford est rédacteur en chef du Standard, le plus grand journal anglophone de Hong Kong. Hong Kong est une ville très sûre et pourtant Lee se déplace toujours avec une armée de gardes du corps. Et il est presque le seul à faire ça. Tout ça parce que Victor, son fils, a été kidnappé au milieu des années 90 et ça a été un choc terrible pour tous les hommes d'affaires. Alors on peut comprendre qu'après ça, les Lee sont très sensibles aux problèmes de leur propre sécurité. Pour obtenir la libération de son fils Victor, Li Ka-shing aurait versé plus de 100 millions d'euros aux kidnappeurs, la rançon la plus élevée jamais versée au monde. Depuis, sa maison dans les collines de Hong Kong est un camp retranché. Nous n'avons pu l'approcher qu'à la sauvette. Mais finalement, nous avons eu le droit, honneur suprême, d'accéder à son bureau tout en haut de cette tour, et ça vaut le coup d'œil. 3 vigiles gardent l'accès aux ascenseurs privés de Mr. Lee. Yan Wade est notre laissez-passer. Il entre ici comme dans un moulin, et nous avec lui. Ascenseur avec télévision donnant les cours de la bourse, accès direct au dernier étage, le 70e. Pour cette visite, nous sommes encadrés par Laura, une des proches de Mr. Lee, et à peine arrivé, Wade va, sans le vouloir, déclencher un petit incident. Il y a le bureau, la réception, et puis la piscine là-bas. Non, là il y a des travaux en ce moment. Si, vous pouvez voir là-bas. La piscine va poser problème. Perdu dans les nuages, un magnifique jardin. Un petit parc couvert d'une verrière mobile qui s'ouvre quand il fait beau. Et derrière les rochers, le bassin soi-disant en travaux. Elle est grande ? Non, pas énorme. Juste là, sur la gauche. Mais Laura et le garde interviennent. Oh, non. Victor et sa famille sont là. Maintenant ? Désolé. Eh bien, pas maintenant, il y a des travaux. Monsieur Lee est dedans ? Non, son fils. Impossible donc d'aller voir la piscine. Victor, le fils kidnappé, est en train de faire trempette. Restent les bureaux du milliardaire et franchement, c'est pas mal. Pour le midi, une petite salle à manger privée d'environ 200 mètres carrés. Toujours des œuvres d'art. Antiquités chinoises et tableaux de maître. Ici, une vue de Paris par du fil. Si peu de gens pénètrent ici, que même pour Malina, l'attachée de presse, c'est une première. Elle a le droit de filmer avec son appareil photo.
Et ça vous a fait quel effet la première fois que vous êtes venu ici? La première fois, cette tour n'existait pas, c'était le Hilton, un hôtel qu'il possédait. Il l'a rasé pour construire cette tour. Puis, nous pénétrons enfin dans le Saint des Saints, le bureau de Li Ka-shing. C'est d'ici que l'homme le plus riche d'Asie dirige ses affaires. Alors, on peut l'attendre ici, non? Au moins on est sûr de le rencontrer. Oui, c'est ça, mais ça dépend combien de temps on vous laissera attendre. Mr. Lee, plein d'humour, avait tout de même laissé pour nous sur sa table un petit quelque chose. Une statuette à son effigie.